Bien, bonjour à tous. Nous sommes avec vous jusqu'à 14 heures au moins. Aujourd'hui, c'est la mi-carême. Et contrairement à ce que le préfet a annoncé, eh bien, à Pointe-à-Pitre, le groupe Akio, entre autres, sera dans la rue. Je ne pense pas qu'ils seront les seuls à en débouler. Et à Bastère, vous, comme aussi dit, nous devons respecter qu'il dit en nous. Et il n'y a pas un gouverneur qui dit à Guadeloupéen, ça pour y faire pour le jeudi mi-carême. Qui donc, en mi-carême là, Kenny Mounanari, là, je de là, après-midi là, et nous couvrons ce qui est passé. Sinon, eh bien, dans un instant, on est en direct avec Franck Garin. Pourquoi Franck Garin est sociologue? C'est aussi, j'ai envie de dire, l'historien de Mornalo, et Florette Mourant, qui est une poétesse guadeloupéenne, pas assez connue en Guadeloupe, en tout cas depuis quelques années, elle est décédée en 2019. Va être l'objet d'un séminaire, d'un hommage aussi, puisque le collège s'appelle désormais Collège Florette Mourant. Franck Garin est à la manœuvre avec plusieurs personnes. Ils vont organiser ce vendredi un colloque sur l'œuvre de Florette Mourant. Florette Mourant, je l'ai dit, c'est une poétesse guadeloupéenne. Les gens qui ont dans la cinquantaine un peu plus ont appris ses poèmes à l'école à la période de Noël, mais là, j'ai oublié. Franck Garin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct. Alors, je disais que Florette Mourant n'était pas suffisamment connue en Guadeloupe depuis quelques années. On l'a un petit peu oublié, non? Oui, effectivement, je crois qu'il provient aujourd'hui d'acquérir l'œuvre de Florette Mourant, une œuvre poétique et littéraire profondément ancrée dans le terroir guadeloupéen. Et au moment où, finalement, notre peuple aspire à faire l'inventaire de son patrimoine, Florette Mourant fait partie de ce patrimoine. Et il convenait effectivement de la restituer, de la faire revenir chez elle, comme disait Ernest Pépin dans un de ses poèmes. Et donc, le collège de Mornalo, qui avait le nom d'un président de la République française, désormais s'appelle Florette Mourant. Ça a été compliqué de faire ce changement? Ça, c'est l'équipe éducative autour de Mme Fanon, la principale, et bien évidemment le conseil d'administration qui pourrait le dire, mais je pense que le choix n'a pas été compliqué. Il y avait en fait deux collèges concomitants et qui portaient le nom de Gaulle. Il a bien fallu que l'un de ces collèges rentre un petit peu dans le rang, et puis le collège de Mornalo a judicieusement choisi de se réenraciner à travers le nom de Florette Mourant. Oui, alors, je crois que Garin, Florette Mourant, c'est l'une des poétesses qui marque un petit peu le paysage poétique guadeloupéen. Je ne disais pas assez connu, mais comment on peut qualifier son œuvre? Parce que, vous le savez sans doute, pendant longtemps, on a considéré que Florette Mourant était une doudouiste, alors que son œuvre, quand même, n'est pas marquée de certains points uniquement. Je ne sais pas si uniquement est le terme qui convient. C'est vrai que vous comme moi, nous avons certainement douté dans ce genre de caricature et de préjugés dans le technicien de la littérature. Alors que tout bonnement, on n'a pas reproché à quelqu'un comme René Char, qui veut dire du surréalisme, finalement de mettre en évidence la nature. Ce qui s'imposait à tout un chacun, les auteurs et saveurs de ce pays-là, s'imposait comme ça à tous, comme sensation, comme au ressenti. Mais il y avait aussi, et Florette Mourant l'a dit, toute une misère sociale qui était décrite là. Il y avait aussi, je pense, une vision du monde, puisque Florette Mourant fait un poème sur Emmett Till, qu'elle appelle Mississippi, dans lequel elle dénonce effectivement, et il convient de le dire, le sort qui a été fait à un jeune noir qui est lynché pour avoir simplement regardé une femme blanche. Et les téléspectateurs peuvent taper Emmett Till, W-M-E-T-T-I-L, de l'aide, et on verra bien ce qui s'est passé à l'époque. Elle en parle. De même aussi qu'elle voue une espèce d'ode et d'hommage à Kataye, qui disparaît dans l'accident tragique que nous connaissons tous et dont l'événement sera commémoré bientôt. Florette Mourant, en réalité, dit les choses. Est-ce qu'il faut nécessairement, ma foi, crier les choses? Comme disait Fanon, il faut les dire. Et ça va
être aussi le sens de l'intervention du papier de Ronald Selborn. Ça va être aussi le sens de l'intervention d'Alain Boutil, qui parle de langue créole de Fleurette Morand. C'est une littérature qu'il convient de relire. Et c'est ce que nous dira demain Christian Chéry. Donc il y a lieu de revisiter tout cela, n'est-ce pas, parce que nous sommes encore au stade de l'inventaire. Oui, et c'est donc, quelque part, comme vous le dites, on va revisiter son œuvre. Alors, quelle est l'œuvre poétique qui a le plus marqué sa présence politique en Guadeloupe et peut-être même à l'étranger? Parce qu'il faut dire qu'elle était mariée à un Italien qui a même traduit ses œuvres en italien. Absolument. Et on est subjugué d'ailleurs par les critiques au sens noble du terme qui sont faites de l'œuvre de Fleurette Morand en Italie, avec son époux, le comte Luca Passo, mais aussi Lydia Ratti, Simona Besone, que nous avons eu au téléphone par l'intermédiaire de Ronald Selborn. Bref, il y a là, je pense, toute l'œuvre de Fleurette Morand suit une évolution. Et cette évolution, effectivement, ça va être ça va faire l'objet donc de divers papiers au cours de ce colloque. Mais il n'y a pas une œuvre qu'on va retenir, je pense, essentiellement. C'est toute l'œuvre qui suit cette évolution, qui est dans le pays, à travers ses odeurs, à travers ses saveurs, mais à travers aussi ses souffrances, les souffrances des petites gens que Fleurette Morand a su bien décrire. Cette misère-là notoire qui manque la Guadeloupe de la fin de la Seconde Guerre mondiale, cette période de transition qui nous fait glisser comme ça de la colonisation à la colonie des paroles orientalisées, elle saisit tout ça. Elle nous restitue tout ça et elle nous réapprend quelque part elle fouille nos consciences, comme elle dit elle-même. Et c'est ce qu'il y a de formidable dans l'œuvre de Fleurette Morand. Alors, effectivement, vous avez publié un ouvrage qui va sortir là récemment, comme on dit incessamment sous peu, puisque il a déjà été imprimé, Fleurette Morand dans le temps et l'espace guadeloupéen. Et autour de son œuvre, vous essayez effectivement, il y a le colloque, mais il y a aussi l'œuvre, de redimensionner un petit peu son travail, de la remettre un petit peu au goût du jour, parce que j'ai cru comprendre qu'après l'arrestation, l'assassinat de Lumumba, elle avait pris position. En mai 67, elle rend visite aux prisonniers politiques après les événements de 67. Donc finalement, elle s'implique quand même dans la vie de notre pays. Mais bien sûr, Fleurette Morand n'est pas dans une bulle poétique en train de taquiner la muse comme ça de façon bucolique. Oui. Elle est dans le pays réel. Et le pays réel, c'est ça. C'est ce que chantent nos chansonniers à l'époque. Adieu Margalante, etc., Calvin Licton. On est dans cette tendance poétique-là qui donne au pays une dimension, c'est une guerre d'amour. Et c'est ce que chante, entre guillemets, Jacques Rouget dans Gouverneur de la Rosée. Tout à fait. C'est ce que dit aussi Stéphane Alexis dans l'espace d'enseignement. S'approprier le pays à travers ses substances, à travers ce qu'il y a. Et ce que je voulais dire, c'est la manière aussi dont le collège Fleurette Morand, à travers sa direction, à travers sa communauté éducative, s'est emparé de la chose. Les enfants ont fait des exposés, une exposition sur le nom de leur classe. Et les classes ont été rebaptisées avec le nom de poète de Fleurette Morand, Mississippi, mais aussi le nom de poète guadeloupéen. Il y a l'école qui s'appelle Ernest Pépin, comme tant d'autres. Et je crois que cette chose-là, au moment où nous avons le sentiment que nous sommes dispersés, satellisés, atomisés comme ça, dans un monde mondialisé, on a besoin de s'appuyer, on a besoin d'aller dans un lacu. Et ce lacu culturel, Fleurette Morand fait partie. Alors, est-ce que ça signifie aujourd'hui, après ce colloque, après la publication de cet ouvrage, que la poésie de Fleurette Morand va être, j'ai envie de dire, redistillée dans les écoles de la Guadeloupe, mais pas seulement à Morne-à-l'Eau, mais d'une manière générale en Guadeloupe, parce que c'est aussi un déficit, ça. C'est-à-dire que nous avons fait la proposition au Conseil régional de rééditer les œuvres de Fleurette Morand. D'accord. Ça, c'est une première chose. D'accord? Nous allons plus loin. Nous allons, avec un concept qu'on a élaboré avec Ronald Selborn,
c'est de dire, de développer la Guadeloupe chante. La Guadeloupe va chanter Florette Moran, mais elle va chanter Ernest Pépin, elle va chanter Ripon, elle va chanter Théolien, elle va chanter Lucie Julia. La Guadeloupe va chanter ces poètes, Sonny Wilper, Mongo Fentonge, etc. Nous avons chanté ces gens-là, et pas seulement les chanter pour que ce soit de la poésie mise comme ça en musique, parce que la poésie est musique quelque part, mais nous allons aussi mettre au-dessus de la chorégraphie, faire de ça un produit pour que nous soyons fiers, nous, de ce que nous avons, de ce qui sort de l'essence de notre terre. La poésie guadeloupéenne, elle dit au monde qui nous sommes. Et pourquoi avoir honte de nous? Pourquoi être complexé? Et je vous prends un exemple. J'ai vu hier soir, hier après-midi, pendant le match de l'équipe nationale de la Guadeloupe, on jouait la Marseillaise. Oui. Les jeunes Guadeloupéens, cette nouvelle tendance-là, les jeunes voilà, comme on dit, ils avaient la capote de la Guadeloupe. Oui. Comprennent qui pourra. Mais ça veut dire que nous sommes dans une quête de sens. Et pour pouvoir saisir ce sens-là, être Guadeloupéen, non pas contre un tel ou un tel, mais pour nous-mêmes, eh bien, il faut passer par ça. L'appropriation de notre poésie, l'appropriation de notre culture, qui n'est pas inventée, qu'on n'a pas à aller chercher ailleurs. Elle est là, elle est chez nous. Et c'est tout le sens de notre implication à travers l'œuvre de Florette Moran et à travers de ce colloque-là. Alors, dites-nous un petit peu comment ce colloque va s'organiser, puisque c'est quand même un moment important dans cet hommage, puisque je rappelle qu'elle est morte le 14 février 2019, ça fait quelques années, bon, maintenant pratiquement plus d'un mois et demi après son décès. Alors, comment ce colloque, vous l'avez organisé, puisque vous avez parlé d'Alain Wittil, aussi de Ronald Selbonne, qui a été le premier à avoir annoncé le décès de Florette Moran il y a de ça quelques années. Alors comment ça va se passer? Parce que Ronald a fait le projet que de venir intervenir en Guadeloupe. Oui. Ce que vous voyez, ce que les téléspectateurs voient à l'écran, ce qui est passé tout à l'heure, c'est l'exposition qui a été réalisée par les élèves. Et c'est ce qu'on va d'abord visiter. Ensuite, donc, c'est très bien. Ensuite, il y aura le film qui a été réalisé avec les élèves autour de Florette Moran, autour de ce concept d'appropriation même du nom de Florette Moran. Et ensuite, nous passerons donc au colloque proprement dit, où Éric Navajotte, Alain Wittil, notre amie Patricia Boisson-Trobo, et tous les autres que je n'ai pas cités, Ronald Selbonne, Nicole Roosevelt, qui va démontrer au final que l'œuvre de Florette Moran, elle a un caractère, elle nous met en humanité. Eh bien, toutes ces choses-là, à mon avis, seront dites demain à partir de 13h, et nous allons terminer au cours de 18h. Je voulais vous dire, juste pour terminer, que les gens peuvent s'inscrire au 06 90 64 82 95. 06 90 64 82 95. Il est important d'être inscrit si nous voulons effectivement participer au colloque. Donc, envoyez un SMS ou simplement appeler. Voilà. Et juste un dernier mot avant de vous libérer. L'ouvrage même sur Florette Moran sera disponible en librairie dans les jours qui viennent? Oui, dans les jours qui viennent. Mais demain, on présentera aussi l'ouvrage. Et puis, toute la suite, n'est-ce pas? Et toute la belle chose clôturera aussi le même. En tout cas, merci de nous avoir permis d'évoquer cela. Et nous invitons la population. Donc, je répète qu'il faut absolument se faire inscrire au 06 90 64 82 95. Voilà. Bien, merci et bon colloque pour cette grande dame de la poésie guadeloupéenne. Ce sera demain le rendez-vous à partir de 13h et donc au collège de Morne-à-l'Eau. Alors, je reviens sur l'actualité de la Mi-Carême. Je le disais tout à l'heure en début du ZCL. qu'un certain nombre de groupes du mouvement culturel guadeloupéen, je parle du groupe Akio, qui dès avant-hier avait déjà donné la couleur, annoncé la couleur en disant que Akio, Kerlarila
après-midi là, à Bastère, vous comme qui en là, et j'imagine que d'autres groupes qui ne se sont pas manifestés, mais le Mi-Carême ne sera pas ce qu'aura décidé le préfet de la Guadeloupe, puisque les gens commencent à être un petit peu fatigués de ces arrêts, recommencer, de confiner, déconfiner, etc. Masse, pas masse, mais après-midi là, on arrive à Pointe et on arrive à Kenny, à Kyo. Deux petits mots pour vous, avant de prendre la première pause, pour vous revenir sur le proverbe du jour, comme chaque jour désormais, avec le livre de l'ouvrage de Didier Manette. Faut pas aller chat de beau-père pour Mosso Zabouka. On doit avoir ses propres limites et faire preuve de dignité. C'est un proverbe que on utilise beaucoup. On ne doit pas aller chat de beau-père pour Mosso Zabouka, c'est-à-dire qu'il faut rester dans l'arrêt là et faire preuve de dignité. Alors, je rappelle que tout à l'heure, nous allons recevoir Mathilde Panot, pas Martine, mais Mathilde Panot, qui est députée de la France insoumise. Elle est en tournée pour les élections présidentielles françaises qui auront lieu le 10 avril. On a déjà vu ici d'autres, d'ailleurs Mélenchon même est venu. En ce moment, il y a un représentant de la droite française aussi qui se trouve en Guadeloupe. Et donc, les politiciens français ont compris la nécessité de mobiliser les Guadeloupéens et d'une manière générale, pas seulement les Guadeloupéens, puisque Martine Panot sera en Martinique, je pense, à partir de samedi. Il y a quelques semaines de cela, c'est son patron, entre guillemets, Mélenchon, qui était à la Réunion. Et donc, on le sait, on va y revenir tout à l'heure. Je voulais dire aussi qu'on va recevoir dans un instant Madame Siana Diocho. C'est l'auteur de cet ouvrage, Cette clé pour son feu, pour activer ton feu sacré. Elle est coach et avec elle, on verra un petit peu justement quelles sont ces 7 clés qu'elle a rassemblées dans cet ouvrage qui est à votre disposition. Alors, on prend la première pause et dans un instant, on retrouve tout de suite en direct Mathilde Panot qui sera notre invitée pour la deuxième fois dans le ZCL. À tout de suite. Voilà, nous allons recevoir 2 femmes dans le ZCL News ce midi. Un coach, Siana Diocho, bonjour. Bonjour, monsieur Zandronis. Merci d'être avec nous. On va parler tout à l'heure des 7 clés pour activer son feu sacré. On voit ce que vous avez sorti récemment. Oui, et donc, vous êtes en pleine période de propos. Et puis, une politique, Mathilde, parle-nous, qu'on a l'habitude de recevoir. C'est la deuxième fois que vous venez avec nous. Exactement, avec grand plaisir d'ailleurs. Bon, merci de nous le dire. Et donc, vous êtes là en campagne. Exactement. Oui. Alors, première question toute simple. Selon les derniers sondages, Mélenchon, il est à quel niveau en ce moment en France ? Alors, dans les sondages, il est entre 14 et 15%, c'est-à-dire que le second tour est à portée de main. Et en fait, on voit bien que se dessinent 3 grands choix pour le pays. Oui. Soit on continue dans l'extrême marché d'Emmanuel Macron avec toute la violence sociale, un président autoritaire et solitaire qui continue. Oui. Soit il y a le choix de l'extrême droite, donc le même programme économique, la même violence économique, mais en plus avec un racisme complètement décomplexé où ils veulent que le peuple français s'entre-haïsse. Oui. Soit il reste une autre voie, celle que propose Jean-Luc Mélenchon avec l'Avenir en commun, qui est celle justement du partage des richesses, de la 6e République, donc de la République avec l'intervention populaire constante, et celle de la bifurcation écologique et solidaire. Et j'espère bien que nous allons réussir à aller au second tour et à avoir un vrai débat contre Emmanuel Macron. Alors, M. Mélenchon est venu ici, vous le savez, il est allé aussi à La Réunion. Quel est le programme que vous proposez pour nos pays, pour la Guadeloupe, la Martinique, ce que j'appelle les colonies, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, etc. Qu'est-ce qu'il y a de particulier ? Alors, il y a des choses qui concernent l'ensemble du pays et donc qui concernent aussi les Outre-mer, qui sont la retraite à 60 ans à temps plein, le SMIC immédiatement à 1 400 € net, le blocage des prix que nous avons d'ailleurs appris des Outre-mer, alors même s'il faudrait donner plus de moyens, notamment pour travailler sur la question des marges, mais en tout cas bloquer les prix à la baisse des produits de première nécessité, de l'essence, mais aussi des fruits et légumes. Oui. Et puis après, il y a des choses qui sont spécifiques aux Outre-mer et notamment aux Antilles. Oui. Nous avons inscrit dans notre programme, vous verrez, donc on a un programme et ensuite on a des livrets et des plans. Nous en avons fait un plan sur l'Outre-mer et un livret sur l'Outre-mer. Donc
Donc on a vraiment travaillé ces questions-là et notamment nous avons inscrit la question du droit à l'eau en Guadeloupe, puisque j'ai beaucoup travaillé dessus. Vous avez beaucoup combattu ici et ailleurs sur la question. Mais comme j'ai beaucoup combattu sur cette question, je sais que beaucoup des choses sont applicables immédiatement. Donc si nous arrivons au pouvoir, quand nous arriverons au pouvoir, nous mettrons en place le plan Orsec eau potable immédiatement, le plafonnement sur les prix des bouteilles d'eau, et puis évidemment nous investirons immédiatement les 1 à 2 milliards nécessaires pour le réseau d'eau et le réseau d'assainissement, ce qui créera des centaines, voire des milliers d'emplois en Guadeloupe. Nous avons ça, nous avons évidemment une spécificité particulière sur la question du chlordécone, qui empoisonne les êtres, les eaux et les terres pour 600 à 700 ans. Donc nous avons mis un plan chlordécone qui est bien plus ambitieux que ce que propose Emmanuel Macron. Nous avons pris des mesures sur une loi d'urgence sociale qui concerne l'outre-mer, parce qu'en outre-mer, on sait qu'il y a à la fois un taux de chômage et un taux de pauvreté qui sont absolument indignes d'un pays aussi riche que le nôtre. Et puis, finalement, ce que nous disons avec notre programme, vous pourrez voir tout en détail et tout est chiffré, y compris... dans ce programme-là. La France a les moyens de ce programme. Vous voulez dire que la France a les moyens de votre programme en ce qui nous concerne? Évidemment. La seule chose dont la France n'a pas les moyens, c'est de continuer avec des riches qui se gavent autant sur notre dos. Donc la première des choses à faire, c'est de reprendre les richesses là où elles sont pour mieux les partager. Mais pour terminer, sinon on avait 2 grands mots d'ordre sur la question des Outre-mer. C'est déjà remettre en place l'égalité réelle, immédiate, c'est-à-dire avec des mesures d'urgence sur l'Outre-mer. Et la deuxième chose, c'est aller vers l'autonomie alimentaire, l'autonomie énergétique. Et ce que nous proposons, ce que nous proposons dans notre plan justement, c'est de faire un congrès général à l'été 2022 lorsque nous serons élus des territoires éloignés et insulaires, donc en incluant aussi la Corse dedans, pour justement travailler à un statut d'autonomie qui d'abord travaillerait sur les mesures d'urgence et puis travaillerait ensuite sur quel statut nous voulons faire et comment nous voulons faire France en commun. D'accord. Alors, on va faire un petit tour sur l'actualité internationale. On est obligé d'en parler. L'Ukraine, bien sûr, la guerre en Ukraine. Alors, Mélenchon a été très critiqué sur sa position par rapport à Poutine, par rapport à l'Ukraine. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui, vu l'ampleur que prend cette guerre? Alors, la première des choses, c'est je vous remercie de m'en parler parce que ça me permet d'expliquer à tout le monde. Non, Jean-Luc Mélenchon n'a jamais été un pro-Poutine. Jean-Luc Mélenchon prône le non-alignement de la France au service de la paix. Non-aligné, ça ne veut pas dire être neutre. Nous sommes évidemment du côté du peuple ukrainien, puisque c'est Vladimir Poutine qui est seul responsable de cette situation, qui a violé le droit international et donc a envahi l'Ukraine et est responsable des morts qui ont lieu aujourd'hui. Mais nous sommes aussi solidaires des Russes qui manifestent actuellement en Russie contre la guerre et contre Vladimir Poutine de manière extrêmement courageuse et c'est avec eux que nous sommes en contact. Et quand je dis que jamais Jean-Luc Mélenchon n'a été un pro-Poutine, nous avons toujours eu des contacts avec ceux qu'on appelle le front de gauche russe et qui sont justement des opposants à M. Poutine. Alors maintenant que nous avons dit ça, qu'est-ce qui reste à faire? La première des choses, c'est qu'il ne faut pas être va-t-en-guerre dans cette histoire. Parce que si vous êtes va-t-en-guerre, ça veut dire que vous acceptez qu'on puisse, avec des conséquences incommensurables, aller au-devant d'une 3e guerre mondiale, aller au-devant d'une guerre entre puissances nucléaires, puisque nous avons, la Russie et la France ont l'arme nucléaire, ce qui aurait des conséquences absolument désastreuses. Il y a une menace nucléaire quand même, vous y croyez quand Biden dit ça? Alors, en tout cas, elle existe, mais vous savez, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est pas la question de la dissuasion nucléaire. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que l'Ukraine, aujourd'hui, abrite le sarcophage de Tchernobyl et 15 réacteurs nucléaires, et que nous avons demandé à ce que les casques bleus s'interposent parce que nous sommes très inquiets. Il y a eu des attaques près de stockage des déchets de Tchernobyl. Et puis la plus grande centrale d'Europe a brûlé, une partie a brûlé, ce qui nous a créé beaucoup d'inquiétudes. Et bon, je pense que ça nous montre qu'il ne faut ni dépendre du fossile ni du nucléaire, qui est une cible en temps militaire. Mais ça, c'est un autre débat, je le mets de côté, mais c'est ça qui nous inquiète particulièrement. Donc, que reste-t-il si nous ne pouvons pas faire la guerre directement et que nous ne voulons pas faire la guerre directement puisque nous sommes du camp des pacifistes? Eh bien, il reste la voie de la diplomatie. Et cette voie de la diplomatie, elle doit passer notamment par un rapport de force pour isoler Vladimir Poutine. Et ce qui est fait actuellement doit être intensifié. Économiquement ou politiquement? Alors, économiquement, nous, on prône les sanctions sur ceux qu'on appelle les oligarques. Ce qui fait le plus mal. Parce que les sanctions économiques qui sont d'habitude prises, on connaît, elles se répercutent d'abord sur les
peuple, et notamment sur le peuple russe et le peuple. Nous ne sommes pas en guerre contre le peuple russe. Moi, je veux qu'on le dise très clairement ici. Bon, donc la diplomatie. Donc, sanctions sur les oligarques qui doivent être vraiment intensifiées. Et nous avons des moyens d'action extrêmement forts. Je veux dire, si vous allez sur la Côte d'Azur aujourd'hui, vous restez une heure avec un syndicat, il peut vous montrer tous les yachts qui appartiennent à des oligarques. Il y en a tout près d'ici aussi. Eh ben voilà, vous allez nous les montrer aussi, comme ça on peut s'en occuper. Non, mais il faut intensifier la pression sur ces oligarques. Il faut aider la résistance russe à l'intérieur, parce que la rupture peut aussi venir de l'intérieur de la société russe. Et pour nous, ça c'est important de le noter. Et ensuite, il faut prendre ce que nous appelons des initiatives de diplomatie radicale, et notamment convoquer une conférence à l'OSCE, puisque l'OSCE avait été créée pour ça en 1975, et faire en sorte qu'on oblige Vladimir Poutine à revenir à la table des négociations. J'insiste là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'émotions sur ce conflit, à raison. Et je pense qu'on ne serait pas humain s'il n'y avait pas d'émotions sur cette question. Mais sauf à la diplomatie, il n'y a pas d'alternative que la guerre totale. Cela dit, vous reconnaissez quand même qu'en Ukraine, il y a des néo-nazis. Bien sûr. Auprès du gouvernement. Mais bien sûr, qui méritent aussi d'être combattus. Mais oui, mais en fait c'est toute la question. Vous pointez à une question qui est importante, dont on parle assez peu dans les médias, et je comprends pourquoi on en parle assez peu, mais c'est bien que vous en parliez. Toute la question de certains qui sont absolument va-t-en-guerre et qui veulent armer et donner des armes, pose cette question-là aussi. Et je pense qu'il faut la poser extrêmement sérieusement. À partir du moment où vous faites soit une zone d'exclusion aérienne, soit que vous donnez des armes, vous devenez co-belligérant. Et donc vous rentrez en guerre contre la Russie et vous entraînez le monde dans des conséquences probablement incontrôlables et incommensurables. Alors, 2 petits mots quand même sur la Corse, puisque la question s'est posée avec la mort d'Yvon Colonna. Il y a eu, bien sûr, on ne sait pas réellement si le gouvernement tiendra sa parole sur la question de l'autonomie, puisqu'on a vu Darmanin se rendre là-bas et à lancer la balle de l'autonomie. Comment la France Insoumise analyse la question corse aujourd'hui ? Alors, nous sommes en lien depuis un bon bout de temps avec le président de la région Corse, Simeoni, et avec nos collègues parlementaires. Nous nous sommes engagés depuis maintenant plus d'1 an et demi pour engager l'article 74 de la Constitution, mais justement en lien avec ce congrès dont je parlais tout à l'heure, puisque je sais que les Corses parlent déjà avec les Martiniquais, parlent aussi avec les Réunionnais et parlent avec les Guyanais. Bon, pas encore avec les Guadeloupéens, mais j'espère que ça viendra. En tout cas, nous, on fera parler tout le monde ensemble pour justement réfléchir, non pas juste à un statut comme ça qu'on appliquerait, mais réfléchir collectivement à quel statut on peut donner, quelle évolution institutionnelle on peut travailler. Donc nous, c'est ce qu'on propose avec ce congrès des territoires éloignés et insulaires dont je vous parlais. Donc ça, c'est la première des choses. On s'y est engagé depuis plus d'1 an et demi. Pourquoi ? Parce que nous avons compris, et à un moment, il faut regarder les résultats des urnes. Et quand vous regardez les résultats des urnes, notamment sur les députés, il y a 4 députés en Corse, 3 sont autonomistes. Et quand vous regardez les différents scrutins, à chaque fois, c'est les autonomistes qui gagnent de manière extrêmement large. Première des choses. Deuxième chose, nous avons monté une initiative. Alors depuis longtemps, nous battions pour qu'il y ait un statut une levée du statut DPS, détenu particulièrement surveillé, ce qui empêchait les 3 détenus corses d'être rapprochés de leur famille. Et qui a causé la mort de Colonna. Eh bien, nous avons pris une initiative avec des membres de tous les bancs de l'Assemblée en décembre, et je crois que si ce statut DPS avait été levé, effectivement, on ne serait pas arrivé à la mort d'un homme. Et moi, je crois qu'il faut envoyer des signaux d'apaisement. Ça, c'est la première chose. Et donc, il faut connaître la vérité sur comment est-ce possible que dans une prison qui est aussi sécurisée qu'Arles, comment est-ce possible que quelqu'un se fasse étouffer pendant 8 minutes sans que rien ne se passe, plus 4 minutes pour appeler ensuite les secours. Donc, je pense que ce n'est pas possible de le faire et que par ailleurs c'est la goutte d'eau. Nous avons demandé une commission d'enquête parlementaire avec les députés corses et que c'est la goutte d'eau qui fait déborder tout le reste. La dernière des choses sur ce que vous me disiez sur l'autonomie. Vous en savez quelque chose puisque Emmanuel Macron vous a fait la même chose. C'est-à-dire que dès que ça chauffe un peu, dès qu'une colère s'exprime de manière extrêmement forte, on dit autonomie, ce qui veut dire dans la bouche d'Emmanuel Macron, débrouillez-vous vous-même. Eh bien, nous disons à Emmanuel Macron, oui, nous allons nous débrouiller nous-mêmes, donc qu'il commence par partir et nous allons nous auto-organiser pour changer tout cela. Alors... Et non, mais juste je le dis en rigolant, mais la question de l'autonomie, elle doit être réveillée sérieusement. Ça ne peut pas être genre on jette quelque chose lorsqu'il se passe... Parce que, rappelez-vous en Guadeloupe, la colère, elle venait de quoi ? Elle venait du droit à l'eau bafoué, elle venait de la vie chère, elle venait de la maltraitance sanitaire, elle venait aussi de non-réponses qui sont apportées, par exemple, à la mort de Claude Jean-Pierre. Tout à fait. Donc, de tout
d'où ça vient cette colère. Et quelle est la réponse à la colère? Eh bien, l'envoi du GIGN et du RAID. Oui. Et ce truc d'autonomie qu'on vous jette comme ça, franchement, c'est pas respecter ni la dignité des gens, ni l'intelligence des gens. Et je pense qu'on peut faire bien mieux que ça dans notre pays. Alors, Éric Zemmour, qui se présente aussi aux élections présidentielles françaises, disait hier, il parlait hier à la radio Guadeloupe Première, des bienfaits de la colonisation à l'égard des colonisés. Alors moi, en tant que colonisé, je n'ai pas trouvé de bienfaits jusqu'ici à cette colonisation. Alors je ne sais pas quelle est votre position sur l'extrême droite, puisque vous en parlez, et on parle peut-être d'un rapprochement entre ces deux grands à l'issue du premier tour. Comment vous analysez les choses? Nous avons toujours combattu l'extrême droite et nous continuerons à combattre l'extrême droite. L'extrême droite passe son temps à agiter des haines de toutes parts. Et je vais vous dire, pour répondre très précisément à ce qu'a dit M. Zemmour, j'ai présenté avec d'autres députés à l'initiative notamment de M. Servat une demande de résolution pour que enfin soit reconnu le fait que, comme un délit, le fait de nier le fait colonisateur et l'esclavage. Et je crois que ce qui est dit ici est non seulement honteux, mais aussi indigne. Donc non, nous continuerons à combattre l'extrême droite, qui est la plus violente de notre pays et qui, je crois, n'est absolument pas une solution. Mais cela dit, la présence de Zemmour et Le Pen, c'est un indicateur quand même qu'en France, il y a une montée du racisme et de la xénophobie. Alors, on peut le voir de deux manières. Alors oui, très clairement, il y a quelque chose qui est inquiétant dans les montées d'extrême droite, notamment à force d'agiter un chiffon rouge autour de Mme Le Pen, puisque tous les politiques font, finalement, Emmanuel Macron fait la même chose. Emmanuel Macron, c'est de dire, moi je serai contre Le Pen au second tour et c'est comme ça que je vais gagner. Et ça fait des années et des années qu'ils font ça. Bon, à force de faire les mêmes politiques parfois forcément, à la fin, ça les fait monter, plus la stratégie de la dédiabolisation de Marine Le Pen, alors que Marine Le Pen et M. Zemmour, pour reprendre une expression d'ici, c'est même bête, même voile, quoi. Enfin, c'est la même chose. Bon. Pourquoi pas des créoles? Bon, donc, ça, c'est la première des choses. Mais vous pouvez aussi voir ça de manière positive. C'est la première fois que l'extrême droite est divisée. Oui, c'est vrai. Donc, la première fois que l'extrême droite est divisée, avec en plus, pour M. Zemmour, qui veut vérifier comment est-ce qu'on appelle nos enfants, qui veut, toutes ces choses-là, eh bien... Qui crée un facteur de peur aussi chez des gens qui se disent, je n'ai jamais été voté, mais cette fois-ci, je vais aller voter parce que c'est hors de question que cet homme absolument dangereux passe dans notre pays. Eh bien, je crois que, justement, ça donne aussi la possibilité que... une voix progressiste arrive au second tour. Et si on veut un débat où, de nouveau, on est rabougri comme en 2017, M. Macron contre Mme Le Pen sur qu'est-ce que c'est être français, l'immigration et tous ces débats rabougrissants qu'a eu la France ces dernières années, eh bien, les gens peuvent voter pour M. Macron ou Mme Le Pen. Et s'ils veulent un débat pour savoir est-ce que la retraite s'assoit à 65 ans avec M. Macron ou à 60 ans avec nous, eh bien, ils peuvent l'avoir avec nous. Est-ce que l'augmentation du SMIC sera de 25 € comme il l'a annoncé cet été ou à 1400 € net avec M. Mélenchon, eh bien, ils peuvent l'avoir avec nous. Et comme M. Macron considère que, finalement, cette élection présidentielle est une formalité administrative et refuse de débattre, alors que le débat, c'est justement ça qui crée la possibilité pour chacun et chacune de choisir, eh bien, nous proposons d'aller faire ce débat au second tour. Alors, sur ce premier tour, est-ce que la grosse question, c'est pas l'abstention? Évidemment. Évidemment, et nous le disons depuis longtemps, vous avez complètement raison, c'est le nombre de gens qui vont aller se déplacer aux urnes. Nous, on a fait une grande campagne sur l'inscription sur les listes électorales. Peut-être ne le savez-vous pas, mais il y a 5 millions de gens dans notre pays qui sont non inscrits sur les listes électorales. 5 millions. Et 5 millions aussi de personnes qui ne sont pas vaccinées en France, comme par hasard. Et 7 à 8 millions de gens qui sont non ou mal inscrits. Qui sont mal inscrits. Ça veut dire souvent ils ont déménagé, c'est souvent des jeunes, etc. C'est souvent les plus jeunes et les plus pauvres du pays. C'est-à-dire ceux qui ont le plus souffert des politiques qui ont été menées depuis Emmanuel Macron, mais même les gouvernements précédents, depuis des années. Donc la question va se jouer évidemment sur cette mobilisation. Et moi je dis souvent que lorsque vous êtes arrivé dans un pays où le président des riches a fait que 5 milliardaires détiennent autant que 27 millions de personnes dans notre pays, si 27 millions de personnes décident d'aller aux urnes, de mettre un bulletin de vote pour dire maintenant on partage les richesses, ça suffit la maltraitance sociale, eh bien les 5 petites voix des milliardaires en face ne vaudront pas grand-chose. Et je leur dis aussi, et peut-être que j'en profite pour être là pour le dire, j'aime beaucoup dire aux abstentionnistes parce que je crois que ça se comprend. Je comprends qu'on soit dégoûté de la politique. Et c'est les dégoûtants, Mais on ne peut pas laisser... Voilà, si quand les dégoûtés partent, il reste que les dégoûtants et on ne peut pas laisser les dégoûtants décider pour nous.
Vous avez rencontré tout à l'heure des Guadeloupéens, puisque vous êtes en tournée. Qu'est-ce que vous leur avez dit globalement à ces gens qui sont en grève? Et peut-être, je ne sais pas si vous avez rencontré aussi les suspendus, pas encore? Pas encore, mais je vais aller les voir probablement vendredi. Alors, pour Énergie Antilles, que j'ai été voir ce matin, qui depuis quand même sont licenciés depuis 21 mois. Oui. Donc déjà, je leur ai dit toute mon admiration, parce qu'il faut tenir moralement et matériellement aussi un combat aussi long. Et surtout, pour moi, c'était passionnant parce que non seulement ils se battent, ce qui est déjà pour moi un point important, parce que de toutes ces femmes et ces hommes qui refusent que la société aille comme elle court et qui refusent que tout soit écrit d'avance, mais en plus de ça, ils ont un projet alternatif que j'ai écouté avec attention, et notamment avec un projet économique où les salariés seraient propriétaires à 51% de l'entreprise. Oui. Je trouve ça très intéressant, je trouve que ça va dans le sens de l'autonomie énergétique dont je parlais, en développant là aussi la géothermie, l'éolien, etc., mais aussi ce qu'ils proposaient, c'est-à-dire les bioliquides, avec cette question de quand même préserver les terres agricoles pour faire l'autonomie alimentaire. Première des choses. Sur les soignants suspendus, moi je le dis très clairement, nous arrêterons avec les passes qui n'ont absolument rien de sanitaire et nous réintégrerons les soignants et les pompiers. S'il est absolument inadmissible d'avoir des gens qui depuis 4 mois, 5 mois ont des fiches de paie à 0 €, qui sont les essentiels de notre pays, et avec des choses qui sont tellement aberrantes que vous vous rendez compte qu'on manque tellement de soignants que des soignantes vaccinées positifs au Covid sont obligés d'aller travailler, mais des soignants non vaccinés négatifs ne peuvent pas aller travailler. De même qu'un pompier non vacciné n'a pas le droit d'aller travailler, mais quand il est réquisitionné, il a le droit d'aller travailler. Et moi, je vais vous dire, ces mesures liberticides qui perdurent encore en Guadeloupe, elles perdurent seulement parce qu'on a tellement sous-investi dans l'hôpital public que l'hôpital public ne peut plus tenir. Donc nous redonnerons des moyens à l'hôpital public. Emmanuel Macron a enlevé 4 milliards, et c'est pour ça qu'il continue ces mesures liberticides. Nous enlèverons tout ça. Mathilde Panot, c'est la dernière question. Mélenchon gagne. Vous avez choisi votre ministère? Ah, pas encore, je verrai ce qui... tout à l'heure, on m'a demandé si je voulais être ministre des Outre-mer. Oui. Alors, non pas que j'ai pas un attachement très fort, notamment à la Guadeloupe, je dois le dire, parce que le droit à l'eau, qu'on gagne ou qu'on perde, je vous assure que je le tiendrai jusqu'au bout. Mais vous avez envie d'être ministre, de toute manière. Je leur disais que je préférais que ce soit un ultramarin ou une ultramarine qui prenne ce ministère. Vous avez un autre choix? Non, moi je me mettrai à disposition de ce qui est bon pour l'intérêt général, parce que quand on va gagner, tout va commencer, parce que le programme de rupture qu'on porte, il va falloir le porter et le mener, et seul le nombre permettra de le faire. Pour la 6e République. Voilà. Exactement, avec la Constituante. Donc, je vous remercie 10 et 24 avril, merci à vous d'être venu. Merci beaucoup. 13h17, on se tourne vers l'autre dame, Siana Diocho, vous êtes coach. Alors, vous savez quoi, je vais poser la question. Oui. Pourquoi il y a autant de coachs en ce moment en Guadeloupe, un peu partout, tout le monde est coach. Qu'est-ce qui fait que... À mon avis, donc déjà, Monsieur Zandronis, je vais profiter d'ailleurs. J'aime toujours commencer par de la gratitude. Oui. Ça fait partie de ma philosophie. J'ai bien compris. Et je pense que vous avez regardé un peu le livre pour vous remercier déjà de m'avoir invité sur ce plateau. Oui. Merci à vous, je suis vraiment honorée, surtout que je vous suis depuis un moment et j'apprécie vraiment votre émission. Merci. Ensuite, pour vous répondre à votre question, pourquoi il y a autant de coachs? Ben, je pense qu'il y a certainement un besoin. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un coach? Un coach, c'est quelqu'un qui accompagne. Oui. C'est quelqu'un qui accompagne les autres. Oui. C'est quelqu'un qui peut aider quelqu'un, non pas lui transmettre des clés, non pas pouvoir la tirer, mais en fait pouvoir la pousser. Oui. Donc en fait, je pense que si on a autant de coachs en ce moment, c'est qu'il y a un vrai besoin, ça dénote un vrai mal-être dans notre société. Alors, dans votre voie, j'ai lu un petit peu votre itinéraire. Oui. Au départ, vous avez beaucoup souffert aussi, vous avez des difficultés. Et puis, progressivement, c'est ce qui vous a amené à vouloir trouver ces clés pour activer le feu sacré de chacun. Oui. En plus, dans votre ouvrage, vous tutoyez le lecteur. Voilà, donc j'ai expliqué dans mon livre justement que je tutoie le lecteur pour qu'il se sente à l'aise, pour vraiment créer ce climat puisque à la fin de... Bon, je ne vais pas tout dévoiler, mais en tout cas, je veux que la personne qui me lise, qu'elle se sente en confiance et qu'elle sente vraiment que je suis en train de m'adresser à elle, qu'on sente la proximité. Donc, qu'elle se sente dans le livre comme si je parlais... On était en train de... Je lui confiais quelque chose, puisque dans le livre, j'ai confié beaucoup de choses personnelles. Donc, c'est pourquoi je me suis permise de tutoyer, non pas pour être familière, mais au contraire pour pouvoir que la personne se sente proche de moi. Alors, visiblement, ce que vous dites, on peut, comme ça, progressivement, activer ces clés en changeant progressivement sa vie dès le matin ou le réveil, etc. Oui, ben justement, on parle de feu sacré et je constate que sur ce plateau, il y a un feu sacré avec Madame la députée. Ah oui, pour elle a le feu. Ah oui, elle a le feu. Elle a vraiment le feu. Donc, elle ne met pas le feu, mais elle a le feu.
On peut mettre le bon feu. Là, c'est un bon feu. Oui. Quand c'est le feu sacré, c'est un bon feu. Oui. Donc, justement, oui. Donc, c'est au travers de mon histoire personnelle. À la base, je ne savais pas que c'était des clés. Oui. À la base, ce livre, c'est mon histoire, c'est mon témoignage, c'est ma vie. Et au fur et à mesure, ce n'est que récemment que je me suis rendu compte, au fur et à mesure que mon entourage me pose des questions, me sollicite comment j'ai fait, puisque les gens qui ont vu mon parcours ont vu comment j'ai pu surmonter certains obstacles. Ils sont venus me voir et là, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais en fait, ce sont des clés. Oui, et de plus, vous donnez des conseils, vous donnez aux gens le sentiment de pouvoir progressivement avancer vers leur but essentiel en écrivant quotidiennement tout ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent fonctionner, et ça fonctionne finalement. Donc c'est le sentiment que vous avez eu en fait, vous avez Oui, eu c'est le sentiment que j'ai eu, oui. D'accord. En lisant tout ce que vous dites, j'avais écrit il y a quelques années, je voulais avoir des jumeaux, avoir 3 enfants, écrire un livre, etc. Oui. Ben, justement, comme je partage en fait, ce sont des conseils, des conseils, mais c'est surtout mon expérience. Et je dis bien au lecteur qu'il est libre de suivre ou pas. C'est-à-dire que pour moi, ça a fonctionné. Oui. Et quand quelque chose a fonctionné pour quelqu'un, ben, pourquoi pas appliquer la même recette? Peut-être qu'on aurait les les mêmes partager choses. en fait. C'est du partage, Oui. c'est du partage. Tout ce qui fait du bien, tout ce qui nous a fait du bien, eh ben, on peut partager aussi avec quelqu'un d'autre parce que peut-être que ça lui fera du bien. Oui. Notre vie, je pense que c'est un témoignage. Notre vie doit être vécue comme un témoignage, nos expériences. Et ce qu'on a vécu, ça doit permettre à une autre personne de gagner du temps. Et aussi, vous êtes très croyante aussi. Oui, j'ai la foi. Alors, ça aide beaucoup dans la vie quotidienne, la foi, la croyance en Dieu. Ben, je pense que déjà, c'est important d'avoir la foi. Parce que ce mot, j'aime bien ce mot, parce que la foi, c'est quoi la foi? C'est croire. Il faut déjà avoir la foi en soi-même. Oui. La foi en soi-même, croire. Puisque si on ne croit pas en soi-même, ben, comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, il faut croire en soi-même. Et puis ensuite, moi, j'ai partagé effectivement ce qui m'a permis, moi, de m'en sortir. Donc, ce n'est pas... ma foi, elle m'a beaucoup aidée. Oui. Et je ne dis pas à quelqu'un, qu'il faut faire comme moi, mais je dis, pour moi, ça a marché. Peut-être que pour toi, ça fonctionnerait aussi. L'autre dimension dans cet ouvrage, c'est l'amour, le rôle de l'amour. Ah, vous avez bien ressenti. Vous avez bien ressenti parce que c'était écrit avec cet objectif, puisque l'amour, c'est un mot que j'aime beaucoup. Et tout à l'heure, j'ai entendu Madame la députée parler d'apaisement. Et l'apaisement, c'est ça. C'est l'amour, parce que s'il y avait plus d'amour dans ce monde, eh ben, on ne serait pas là. Madame la députée serait aujourd'hui en train de parler d'autres choses. Oui. On aurait eu d'autres problèmes, mais on ne serait pas en train de parler de la guerre. Donc, je pense que si chaque personne, à son niveau, fait quelque chose, et je salue les responsables politiques qui font quelque chose au niveau collectif, mais je pense qu'individuellement, nous avons notre rôle à jouer. Chaque personne doit prendre sa responsabilité, et l'amour, ça en fait partie. Alors, je pose la question à Martine Panou quand même. Oui. C'est vrai qu'il y a des coachs politiques maintenant? Sûrement, oui, sûrement, ça doit exister. Nous, on aime bien nous garder des manières différentes de parler aussi. Oui. Enfin, vous voyez, dans le groupe parlementaire, on a des personnages très, très différents, en fait. Parce qu'on a des expériences militantes, professionnelles très différentes. Oui. Par exemple, une de mes fiertés, moi, c'est que dans notre groupe, on a Caroline Fiat, qui est la première aide-soignante de toute l'histoire de l'Assemblée nationale qui a été élue. Oui. Et je crois que ça contribue aussi à renouer le lien entre... le peuple et la politique, parce que la politique, après tout, vous disiez tout à l'heure du collectif, mais la politique, ce n'est que la manière dont nous vivons ensemble. J'en profite pour juste dire que je veux bien inviter les gens, s'ils le souhaitent, vendredi 25 aux Abîmes à 18h30, on fait un petit meeting. Il y a un petit meeting, oui, je sais. Voilà. Votre présence ici. Tout le monde est bienvenu. D'accord. Alors, dernière chose quand même. Oui. Une personne qui a ce livre, qui le lit, j'ai eu l'impression, alors je ne sais pas si je me trompe, que le livre s'adressait plus aux femmes qu'aux hommes. C'est l'impression que j'ai eue. Non, ça s'adresse... C'est pas parce que vous êtes auteur avec un E, mais j'ai eu le sentiment... Mais pourquoi vous avez cette impression? Je ne sais pas, en lisant la façon dont vous parlez et votre expérience personnelle, et puis vous êtes une femme, on sait bien qu'il y a une écriture féminine aussi. Peut-être c'est ça. Mais en tout cas, le livre, il a écrit pour les hommes comme pour les femmes. Oui. Il s'adresse à toute personne. Tout à fait. Il s'adresse à quelqu'un. Je dis bien quelqu'un. À une personne, oui. À une personne. Oui, tout à fait. Qui a envie d'être encouragée, qui a envie d'être motivé, qui a envie de sentir quelqu'un derrière lui, qui a envie de sentir quelqu'un qui est en train de l'encourager, quelqu'un qui est en train de lui dire ne baisse pas les bras, quelle que soit la situation que tu vis, toute situation qui a déjà été,
toute situation actuelle, elle a déjà existé. Oui. Et quelqu'un a trouvé une solution, toi aussi, tu pourras trouver une solution. Alors, je vous ai parlé de l'amour, l'autre, Oui. l'envers, c'est le pardon. Ah, je savais. Vous prêchez qu'on aussi, allait en venir. oui, vous prêchez aussi pour le pardon. Oui, effectivement, je parle beaucoup du pardon. Oui. Et j'en parle en connaissance de cause. C'est-à-dire, Alors, j'en parle parce que je n'ai pas... À une époque, pour certaines personnes qui me connaissent, j'étais rancunière. oui, J'étais très rancunière. Et je ne me rendais pas compte que, en fait, quand on est rancunière, on se fait du mal à soi-même. oui. Ce que vous dites, oui. Et du coup, j'ai eu des périodes de rancune, de colère aussi. Et je ne me rendais pas compte que finalement, c'est du mal à soi-même qu'on se fait. Donc c'est pourquoi, quand je me suis rendu compte que j'ai décidé vraiment d'en rentrer dans cette dimension de pardon, qui n'est pas simple, parce que c'est un cheminement, je me suis dit que c'était important de dire au lecteur qu'il faut aussi adopter cette clé qui est le pardon. D'accord. Dernier mot, vous faites une signature? Oui, Ouais. oui, donc j'ai la signature samedi d'entre 10h et 13h à la Librairie Générale. Déjà en vente partout sur votre ouvrage? Oui, alors pour l'instant, on va le trouver sur Amazon Oui. et à la Librairie Générale. Bien. Écoutez, je vous remercie. Puis on souhaite aux gens qui auront cet ouvrage d'activer leur feu sacré. Oui. Martine n'en a pas besoin. Mais de non, son non, feu non, sacré. je vais lui offrir, je peux vous offrir, madame la députée. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Je vais Voilà, vous offrir. ça se fait en direct dans le ZCL. Merci beaucoup. Avec Super plaisir. gentil, Elle a merci. beaucoup de feu sacré. mais- Ah oui, ça, on ne peut pas Mais il y a en une douter. On citation peut que pas en j'aime douter. bien. On peut pas en douter. Les 13h26, on prend la deuxième pause. On se retrouve tout à l'heure pour le ZCL Offside, puisque nous sommes rendus à Pointe-Noire. On va rediffuser cette émission. On remercie ces deux femmes. Siana Diocho, merci d'être venue Merci à présenter vous. votre ouvrage. Et on prend rendez-vous samedi. Oui, c'est samedi. ça? Librairie Générale, c'est ça? Librairie Générale à Jarry, je À précise Jarry, bien, tout parce près. qu'il y en a Et deux, je crois. Martine, c'est demain, vendredi. 25 à 18h30 aux Abîmes. Et vous partez ensuite à la Martinique. Et ensuite, je pars à On la nous voit en Martinique en ce moment et aussi en Bravo, France. Voilà. félicitations, super. 13h26, deuxième pause et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. À tout à l'heure. Merci. Voilà, retour sur le plateau du ZCL News, il est 13h32. Je vous rappelle que le meeting de Martine Panot se fait en Canada aux Abîmes. Et là, tout de suite, on va revenir sur Pointe-Noire. Nous avions fait il y a quelques semaines un ZCL Offside, c'est-à-dire extérieur. Nous sommes allés à Pointe-Noire et là, nous sommes en train de préparer le nouveau numéro du ZCL Offside. Ce sera soudé, qui sera programmé la semaine prochaine. Mais là, retour un petit peu sur ce petit voyage à Pointe-Noire. C'est parti avec notre petite équipe du ZCL Offside. C'est parti. Bonjour, c'est Sandy Kelly pour la chronique S2M et je suis très contente de vous retrouver pour ce nouveau concept, le ZCL Offside. Le ZCL Offside est une fenêtre ouverte sur notre très belle Guadeloupe. Un magazine déconfiné, un vrai bol d'air qui sera également déterminé par l'actualité culturelle, sociale, économique, événementielle et musicale. Et pour cette première édition dont nous avons comme marraine Madame Géraldine Nègre, nous avons été très bien accueillis afin de faire un focus sur le centre intercommunal René Philogène. Je vous laisse découvrir également en images quelques lieux de la très belle commune de Pointe-Noire. Let's go! Pointe-Noire est une commune française située dans le département d'outre-mer de Guadeloupe. Elle doit son nom aux roches volcaniques qui hérissent la pointe nord du village. S'étendant sur 59,7 km² de superficie totale, la commune de Pointe-Noire se situe sur la côte ouest de l'île de la Basse-Terre, appelée Côte-sous-le-Vent. Elle se situe sur le versant occidental du massif volcanique de Basse-Terre qui se jette abruptement dans la mer des Caraïbes. En 2019, la commune comptait 6031 habitants.
merci de nous recevoir au centre Philogène. Alors, qu'est-ce que c'est ce centre exactement? Alors, le centre intercommunal René Philogène Bic Yaoundé 3 est un centre, comme son nom l'indique, intercommunal, qui permet donc d'être un socle commun pour un projet intercommunal et qui s'étale sur plusieurs activités. Premièrement, de la formation et éducation, de la création et de la diffusion. Alors, ce centre n'est pas encore opérationnel, mais qu'est-ce qu'il offre aux gens de l'intercommunalité, justement? Alors, dans l'esprit de l'intercommunalité, il s'agit pour nous de porter un projet qui va desservir les 6 communes de la CNBT, particulièrement dans le domaine de la culture, donc musique, danse, théâtre. Nous avons aussi conservé les arts martiaux, puisque historiquement, les arts martiaux se trouvaient ici dans le bâtiment. Et l'escrime à Pointe-Noire, on connaît. Et voilà, donc nous avons voulu garder cela dans le projet. Mais aussi, il y aura une partie sociale, avec des partenaires comme la mission locale, comme le Pôle emploi. Et bien sûr, enfin, la diffusion avec le ciné-théâtre, où on aura la projection de films, mais pas que. Ce sera vraiment un espace de diffusion pour la culture en général, où tout le monde pourra trouver sa place. Alors, un jeune, disons, de 12 ans qui arrive ici, qu'est-ce qu'on lui offre théoriquement, pratiquement? Pratiquement, il y aura des cours de musique, donc du piano. De la musique? Musique, danse, théâtre. Donc il y aura du piano, il y aura de la danse traditionnelle. Il y aura aussi de la MAO, la musique assistée par ordinateur, qui sera directement reliée à notre studio d'enregistrement. Et puis tous les arts en fait trouveront ici leur place. Alors, vous êtes vous-même ancienne prof de musique, vous avez travaillé dans le centre culturel qu'on connaît. Quel est votre apport dans ce centre Philogène? Alors, j'ai un apport de directrice, oui, bien sûr. mais aussi dans la pensée du développement du centre. On va créer une atmosphère, si vous voulez, qui va permettre à tout un chacun de se retrouver culturellement, mais surtout de manière artistique. Donc il s'agira pour moi, avec mon équipe pédagogique, de trouver des points essentiels qui permettent de répondre, par exemple, à l'estime de soi, au développement de l'humain, et tout cela en mettant en exergue les différentes disciplines que nous aurons à pratiquer ici. Alors pour finir, on vous verra au piano de temps en temps? Eh bien, je donne ma langue au chat. Ah non, pas au piano. Je donne ma langue au chat. Merci Flo Joker. Voilà, merci. Parfait. Bienvenue à 3S. Oui. C'est un plaisir de t'accueillir à 3S. Qu'est-ce que c'est 3S? 3S, c'est une jeune société de service à la personne implantée il y a maintenant 1 an et 4 mois sur Pointe-Noire. Ouais, je suis bien content de connaître. Je vais te faire découvrir. Je te présente Gianni. Gianni Archelevik, que tu vas retrouver à l'accueil le samedi. Et je te présente Yolène, la responsable de secteur, qui va te parler un petit peu de 3S. Yolène, c'est quoi exactement 3S? 3S, c'est une société de prestation de services. Donc en fait, on intervient chez le particulier et on vous propose de l'aide ménagère. 3S propose de l'espace vert. 3S vous propose aussi la garde d'enfants à domicile et tout ce qui est maintien à domicile des personnes âgées. 3S intervient également pour les cours de soutien et l'aide aux devoirs. Quelle est ta fonction à 3S? Alors moi, 3S, j'interviens pour évaluer vos besoins. En fait, je me déplace, je viens chez vous et je vois avec vous tout ce dont vous avez besoin.
si vous avez besoin de ménage, vous avez besoin de jardinage. Donc l'évaluation du jardinage, je le fais avec le jardinier. Donc en fait, vous avez un grand terrain à entretenir. Et donc en fait, on évalue avec vous si vous avez besoin d'élagage. Et donc en fait, par la suite, je vous fais un devis. Et donc on discute pour le devis. Et puis on est d'accord, voilà. C'est une prestation, voilà, c'est ça. Donc les prestations sont multiples en fait. Les prestations sont multiples à trois. Une palette de prestations, de l'aide ménagère, l'espace vert, la garde, le métier de domicile des personnes âgées. Alors une dernière chose, 3S c'est seulement Pointe-Noire. 3S intervient sur toute la Guadeloupe. Voilà. Ça, c'est grâce à pour le savoir. secteur Pointe-Noire, nous intervenons aux Abîmes, aux Gosiers, sur toute la Guadeloupe. Il y a d'autres choses que tu n'as pas dit alors. Alors, 3S met en avant la qualité du service. Donc, en fait, moi, quand j'interviens, quand l'aide ménagère intervient chez vous, donc, en amont, je viens évaluer les besoins. Mais après, il y a tout le suivi qui est fait par rapport au service qui vous est rendu à 3S. Donc, en fait, tout le long du processus, il y a un suivi qui est fait. Donc, la responsable du secteur veille à ce que la qualité du service réponde à vos besoins. Là. Je te remercie. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Bonjour Sandy. Moi aussi Sandy. Bienvenue. C'est une petite boucherie familiale, authentique et avec l'expérience des parents datant de plus d'une quarantaine d'années. Et donc je travaille avec mon frère Ronnie, qui est le boucher, qui essaie de promouvoir un petit peu les produits du pays. Donc ce sera la viande locale, c'est-à-dire le bœuf que vous voyez dans les savanes, le porc aussi, un petit peu de lapin en période, le poulet fermier et puis tout ce qui est viande locale. Voilà. On fait également les produits transformés, c'est-à-dire les saucisses, composition de porc ou bœuf, ou des fois on inverse, le boudin créole, les brochettes et puis les plats cuisinés. Nous sommes ouverts de 7h30 à 14h le week-end et en semaine on ouvre un petit peu plus tard, 8h30, 14h selon la demande. Et donc vous pouvez passer la commande chez Ronnie 0690 63 45 85. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Salut Solange. Bonjour Sandy. Comment vas-tu? Très bien ma chérie, et toi? Très bien. Je suis dans ma commune. Je suis dans une très belle section, donc je vais bien. J'imagine. Voilà. Ça me fait très plaisir de te recevoir. Super. Et puis bienvenue à vous. Merci. Alors, est-ce que tu peux nous parler justement, Solange, de l'histoire de l'épicerie Cérème? Alors, l'épicerie est, on est installé, maman est installée
installé depuis 1976, après les événements de la Soufrière. Donc on avait déjà un commerce sur Rivière-des-Pères, Basse-Terre, épicerie La Croix. Et ma mère, en revenant dans sa commune natale, elle a décidé d'y rester, de ne pas repartir sur la Basse-Terre. Donc elle a créé son commerce. 76, donc je te laisse faire le calcul. À peu près 40 une quarantaine d'années, hein, voilà. Et moi j'avais 3 ans à l'époque. Donc voilà. Et tu as repris là? Récemment, ça fait à peu près 6 ans. 6 ans que j'ai repris, puisque bon, fallait faire un choix, mes parents partant à la retraite. Donc j'ai dû faire un choix et c'était tout naturellement. Hein. Après mes activités, j'ai toujours été dans le commerce. J'ai l'impression que c'est inné. J'ai toujours été. Mon premier magasin, 20 ans. J'avais 20 ans. Et donc c'est tout naturellement, quand elle me l'a proposé, j'ai dit oui. Alors on trouve tout ce qui est nécessaire. Alors ce sont des commerces, comme on dit avant, lolo, de proximité, de dépannage, ou voilà. Donc on trouve de tout. De l'huile, de la morue, des queues, le petit carnet de crédit encore. Et puis encore le petit carnet. Oui. Le petit carnet de crédit. Bon, j'ai diminué, puisque vu la conjoncture, j'ai diminué sur le montant. Et sinon, après, j'ai rajouté des services qu'on n'avait pas. Paiement par carte, voilà. Tu as modernisé un petit J'ai modernisé, voilà. Je modernise au fur et à mesure. Sans trop perdre le cachet. Exactement, avec le service au comptoir, parce que pendant une période, j'ai pensé moderniser totalement. Et là, je veux garder le comptoir. Super, voilà, les horaires d'ouverture? Alors, on est là depuis 6h du matin. Mon beau-père, il va chercher le pain, il revient 6h30, 6h, et jusqu'à 21h. Voilà. Et des fois, au-delà, quand je fais des animations, parce que ça m'arrive de faire des animations, là pour Noël. Donc c'était ma façon à moi de recevoir les clients. J'avais mis le chapiteau, des amis avec leur rouka, ils sont venus et puis on a passé un super moment. Vraiment. En fait, c'était moi qui voulais leur offrir quelque chose, c'est eux qui me l'ont offert. Super, en tout cas, je te remercie Solange. Merci ma chérie. Vraiment, ne manquera pas de venir te rendre. Je l'espère et je vous dis à très très bientôt. Ok. Merci. de très belles choses. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu du panier d'Odette? Eh bien, le panier d'Odette, c'est une enseigne qui a près de 40 ans. C'était le magasin de ma mère. Et puis, je l'ai repris et jusqu'à présent, on continue, quoi. Hein. On fait des produits locaux, spécialement des produits locaux. C'est un primeur. Voilà, c'est un primeur. Et puis, on fait beaucoup de produits locaux. J'ai vu que tu fais du sirop aussi, du coup. Oui, je le fabrique moi-même, mais c'est une fabrication artisanale, du sirop de zébabique, de gingembre, du curcuma gingembre, du curcuma gingembre groseille. Et les clients sont contents. Et le samedi, il y a l'animation ici, le samedi. Eh bien oui, c'est le grand jour le samedi, c'est le jour où on vend du boudin. Et sur Pointe-Noire, je pense qu'on est pas mal sur Pointe-Noire. C'est le grand jour.
mais je vais faire un tour pour voir un peu ce que tu as. Ah, d'accord. Alors, bisous. Qu'est-ce que tu fais? Ça va, la journée, ça a bien commencé. Très bien. Moi, je suis là, ça va, le mercredi, c'est pour des légumes de français et je suis en train d'aider. D'accord. À ma soeur, et j'ai toujours porté la français. Donc, j'aide, je place, elle va chercher pour marcher et moi, je place. Les horaires ouverts. Alors, les horaires ouverts, c'est 7h30, 14h. D'accord. Du lundi au samedi, l'après-midi, c'est fermé. Du lundi au samedi, et nous sommes là, opérationnels. Avec l'accueil qui est toujours. Avec l'accueil pour nos clients pétroariens, pour les passants, pour les touristes, pour tout le monde. Super. Voilà, on reçoit tout le monde et le samedi, on a le goûter traditionnel qu'on connaît déjà. On connaît déjà. En tout cas, merci. À bientôt. Merci de m'avoir invité en tout Mais cas. attends, c'est un plaisir depuis le temps que je veux que tu viennes ici au Pointe-Noire. Ah ben ça y est, c'est fait. C'est Pointe-Noire, c'est une commune où j'ai vécu quand j'étais très jeune. D'accord. Et puis j'avais un peu oublié. Eh bien, bien content qu'on vienne là. Et moi, moi ici aussi. Moi, en Guadeloupe, hein. Et tu as vu, hein, on a vu de belles choses. Hein. Vraiment. On a rencontré des personnes vraiment Et on a la marraine de l'émission. La marraine de l'émission, Oui. Madame Géraldine Nègre. Qui nous a Franchement, reçus. Non, très c'était bien super. reçu. Première édition, première émission, vraiment top. Ça promet pour la suite. Donc le ZCL Offside, eh bien, c'est parti à Pointe-Noire. Je suis content d'être revenu pour faire la première émission du ZCL Offside à Pointe-Noire. Ibel. Top. Restez connectés. Voilà, eh bien, c'est terminé pour aujourd'hui. Je rappelle que le prochain ZCL Offside, ce sera ADE. Nous sommes en train de terminer le montage avec Kevin et notre toute petite équipe. Et puis, voilà, j'ai une information encore à vous donner. C'est la Coup Santé, important. Parce que la Coup Santé, c'est demain vendredi, le thème, c'est Covid et santé mentale, à partir de 8h30 en Bica-Résistance. Je connais là, ça y est, Bica-Résistance là, c'est 5e journée à la Coup Santé, et c'est importance à Fondal de Halle, qui est ni docteur Anissa, Doris Ami, échange boucantage, l'expérience avec docteur, infirmière et psychologue, l'après-midi. Qu'il y a notre boucantage avec l'association des victimes des accidents vaccinaux, moun qui trappé vaccin, après vaccin a mal tourné en l'ayo, remise d'ordre dans l'association, il y en a l'autre. Et à partir de cette soirée, on filme un documentaire, Les Emmerdés, c'est Cécile Loyal qui fait tous nos moments de lionnage, de réflexion et indignation, d'introspection, de solidarité, pour ça qu'il faut préciser. Donc à partir de demain, de 9h matin jusqu'à 8h du soir, Big Résistance, CHU de Guadeloupe. Je tout déjà connaître chemin là, même si vous bassez, même si vous la prenez de là, je connais des filles dans la rue, mais demain, rendez-vous dans la Coup Santé. Voilà, il bout pour de là, ZCL là, nous allons retrouver nous demain à partir de 12h30. La réalisation était assurée par Yann avec soutien de, bien sûr, Sandy. On va voir une dernière fois le proverbe du jour, comme tous les jours, proverbe choisi par Oudalia. Faut pas aller les chats beau-père pour Mososa Bouka, proverbe que tout le monde connaît. Faut pas aller les chats beau-père pour un petit Mososa Bouka. On doit avoir ses propres limites et faire preuve de dignité. C'est toujours extrait de l'ouvrage de Didier Manette, 365 proverbes créoles à Pays Guadeloupe. Voilà.
nous bout pour là, nous disons bon Kembe, bon mi-carême, nous que là il a les autres après-midi là, et puis Kembe fort, nous que là demain à même là 12h30, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Ciao, bye bye.